All rise, vous vous levez. Please be seated, veuillez vous asseoir. Bon après-midi à tous. Nous reprenons à présent le cours normal de notre audience de confirmation des charges et je vais donner immédiatement la parole à l'équipe de défense de M. Ngaïsona afin qu'elle puisse formuler devant la Chambre ses observations finales. Maître Knops, vous avez la parole, s'il vous plaît. Thank you very much. Maître Knops, merci, Monsieur le Président, et bon après-midi, Madame, Monsieur les juges. Avant la pause, la défense de Monsieur Ngaïsona avait abordé un argument pour démontrer qu'il n'y avait pas de contrôle sur les crimes, mais qu'il y avait plutôt une supervision, un contrôle par rapport au programme DDR. Donc nous avons terminé juste avant la pause en démontrant que l'accusation n'avait pas su déterminer qu'il y avait l'existence de motifs substantiels permettant de croire que M. Ngaïsona contrôlait les commandants de zone, et ce à des fins opérationnelles. Alors, il y a trois arguments qui réfutent cette théorie. Dans un premier temps, la coordination a été établie après médiation avec l'ONG Mouda, et cela figure déjà dans un document. Il s'agit donc d'une création le 16 juin 2014, déclaration d'un témoin à charge, le témoin P0808 CAR OTP 2063-0050-R01 à la page 0062 donc, et au paragraphe 71 et 72. Donc, non pas en janvier, Monsieur le Président, non pas en janvier. Le fait que Monsieur Ngaïsona aurait pu être choisi a peut-être été choisi comme coordonnateur en janvier, tel que allégué par le bureau du procureur, ne contredit absolument pas les éléments de preuve qui démontrent que la coordination n'était pas effective en janvier 2014. Le témoin à charge 1521 informe les enquêteurs du fait que la coordination ne fonctionnait pas à cette époque-là, au mois de janvier, étant donné que la situation à cette époque-là était beaucoup trop tendue. Nous avons également un autre témoin, le témoin 0084, autre témoin de l'accusation, qui déclare que M. Ngaïsona aurait seulement rencontré le président seul, mais n'a donné à personne d'éléments à ce moment-là, d'éléments d'information. Le deuxième argument qui démontre que M. Ngaïsona ne contrôlait pas les commandants de zone ou qu'il n'était pas à même de les nommer émane de l'argument suivant lequel M. Ngaïsona aurait accepté les différents dirigeants et que cela donc satisfait aux critères d'aide et d'encourager. Il s'agit de l'argument présenté par le procureur en réponse aux paragraphes 66 et 67. L'accusation nous dit, voyez, il y a acceptation officielle par M. Ngaïsona de ces différents dirigeants et cela suffit pour le seuil et les critères requis pour le fait d'avoir aidé et la situation préexistante ne permet pas de satisfaire au seuil requis par l'article 25 petit c 3 du statut qui dispose qu'il faut qu'il y ait une contribution essentielle au crime à proprement parler qui peut émaner de la décision relative à la confirmation des charges. Paragraphe 279, décision du 16 décembre 2011 dans l'affaire M. Barnichoma. Monsieur le Président, les éléments de preuve qui ont été présentés par l'accusation démontrent
que toute reconnaissance de la direction par M. Ngaï Soma aurait pu être faite dans le contexte justement du programme DDR et non pas dans le contexte du contrôle des différentes zones de commandement. Et en dernier lieu, le fait que l'accusation a été à même de présenter plusieurs documents avec les noms de ses dirigeants ne constitue pas une connaissance de la part de M. Ngaï Soma pour ce qui est de l'identité de ces différentes personnes. Donc on ne peut pas indiquer que cela signifiait qu'il connaissait ses dirigeants. Voilà pour ce qui est du contrôle. J'aimerais maintenant en venir à deux autres questions. Est-ce que M. Ngaï Soma peut être considéré comme responsable pénalement pour ne pas avoir empêché ou puni les crimes allégués? Alors là, il faut reconnaître qu'il y a quand même une certaine spécificité dans la théorie présentée par l'accusation. Dans l'une de ses écritures, l'accusation déclare que M. Ngaï Soma a été extrêmement utile et a aidé à la libération de M. Angelo et que c'est là justement des arguments qui démontrent qu'il était en mesure d'exercer un contrôle pour ce qui était de la mise en liberté de plusieurs personnes. Avant la pause, Monsieur le Président, la Chambre avait entendu des éléments de preuve qui s'appuyaient sur les documents de l'accusation, suivant lequel cette même personne, M. Angelo, avait attaqué le domicile de M. Ngaï Soma 2 fois, et ce, avec des armes, parce qu'il n'était pas particulièrement satisfait de la façon dont M. Ngaï Soma gérait le processus DDR. Donc il est tout à fait absurde de supposer que M. Ngaï Soma aurait aidé à la remise en liberté de M. Angelo au vu des menaces qu'il aurait reçues d'après un témoin à charge qui a indiqué qu'il a aidé à la libération de Angelo. Pour ce qui est de la coordination, Monsieur le Président, comment est-ce que M. Ngaï Soma pourrait être considéré comme responsable pénalement pour ne pas avoir empêché ou puni les crimes allégués si les propres éléments de preuve de l'accusation démontrent que lui-même, à savoir M. Ngaï Soma, a pris l'initiative et a pris plusieurs mesures d'exclusion de plusieurs membres de la coordination. Il a donc pris ces différentes mesures. Il faut savoir que l'accusation fait fi de ses propres témoins qui ont déclaré que M. Ngaï Soma ne pouvait pas tout seul décider de mesures disciplinaires et les imposer. Ces témoins font état d'un conseil disciplinaire et ils indiquent que M. Ngaï Soma a recherché à exclure de façon très active plusieurs membres de la coordination alors que ces membres étaient accusés de crimes graves. Ce n'est pas la défense qui avance cela, Monsieur le Président. Cela se fonde sur des documents de l'accusation. 3 documents P 801, à savoir CAR-OTP-2074-2777-2R01 à la page 27-29. La deuxième source est encore un témoin de l'accusation P0876, document CAR-OTP 2034-063-RO1 à la page 0450. Et puis vous avez la troisième source, il s'agit d'un document CAR, le document OTP 2001 à la page 5469. Alors la Cour ou la Chambre pourrait conclure que M. Ngaï Soma n'avait pas le pouvoir de prévenir ou de punir ces crimes allégués. Deuxième question qu'il convient de se poser, qu'aurait dû être la contribution essentielle de M. Ngaï Soma aux crimes allégués si l'accusation démontre que cette contribution est absente. Une fois de plus, les témoins à charge réfutent cette théorie. En dépit du fait que les enquêteurs ont insisté auprès d'un témoin pour qu'il confirme la teneur d'un document relatif à un achat allégué d'armes de la part de M. Ngaï Soma. Le témoin en question, auquel ce document a été présenté, n'a pas été en mesure d'établir un lien entre M. Ngaï Soma et les armes qui auraient
qui serait arrivé entre les mains des groupes anti-Balaka, et ce témoin n'a pas non plus été capable de conclure que M. Ngaïsona avait contribué financièrement aux anti-Balaka. Il faut savoir que le témoin du bureau du procureur explique en fait qu'il y a deux types de financement. Un financement, à savoir fait par M. Ngaïsona, qui essaie tout simplement d'aider la communauté dans son quotidien, et l'autre qui est fait vers ce que l'on appelle l'entourage immédiat. Le témoin explique que ce qu'il entend lorsque l'on dit vous êtes obligé de le faire, ce qu'il indique, c'est qu'en Afrique, lorsque vous avez de l'argent et que vous avez une position ou une fonction importante, vous aidez les autres. Et c'est la mentalité en Afrique. C'est en tout cas ce que suggère l'accusation. Et c'est justement ce qu'a fait M. Ngaïsona, à savoir apporter cette aide financière pour le quotidien des gens, et il n'a pas apporté un soutien financier aux groupes anti-Balaka pour leurs opérations. Alors, Monsieur le Président, nous allons maintenant présenter les toutes dernières conclusions de notre intervention. Et ce que nous avançons, c'est que l'accusation n'a pas été en mesure de présenter des moyens substantiels permettant de croire que M. Ngaïsona, premièrement, faisait partie des membres allégués de ce soi-disant entourage immédiat ou relation triangulaire. Et ce que nous avançons, c'est que, je cite l'opinion de la majorité de la Chambre de première instance numéro 1 dans l'accusation contre Gbagbo et Blé Goudé. Il s'agit du paragraphe 97, rédigé par Monsieur le juge Anderson. Il s'agit de l'opinion de la majorité, à savoir, et je cite, qu'il devrait y avoir un niveau minimum de coordination entre ceux qui contrôlent l'État ou l'organisation pertinent. Et si, Monsieur le Président, vous reprenez cette qualification de la majorité et que vous l'appliquer à M. Ngaïsona, la conclusion est que l'accusation n'a pas été en mesure de fournir des moyens substantiels permettant de croire qu'il y avait un niveau minimum de coordination entre ceux qui contrôlent l'organisation ou l'État pertinent, si tant est qu'il y a eu un contrôle. La deuxième conclusion que je souhaiterais vous présenter est comme suit. Il n'y a pas de motif substantiel permettant de croire que même si la Chambre acceptait qu'il y avait un niveau minimum de coordination entre ceux qui contrôlent donc l'organisation ou l'État pertinent tel que cela a été indiqué par l'opinion de la majorité dans l'affaire Gbagbo et Blé Goudé, même si la Cour choisissait de dégager cette conclusion, il n'y a quand même pas de moyens substantiels permettant de croire que M. Ngaïsona faisait partie de ce réseau et que sa contribution a été essentielle pour ce réseau. Et nous aimerions faire référence à l'opinion de M. le juge Fremer, le juge Fremer qui, dans l'affaire Ruto Sang, a indiqué le 16 juin 2016 au paragraphe 69 et 71 de l'opinion de Monsieur le juge Fremer. Monsieur le juge Fremer indique que la contribution alléguée d'une personne à la commission d'un crime allégué ne suffit pas pour prouver qu'il y a eu plan commun. D'après le juge Fremer, encore faut-il démontrer que cette personne fait partie du réseau et que sa contribution faisait partie du plan commun. Et là, monsieur le juge Fremer dit quelque chose qui est extrêmement pertinent en l'espèce. C'est par rapport à monsieur Ngaïsona. Il dit, et je cite, « Le procureur doit être en mesure d'exclure le fait que les actes ou les plans ne correspondent pas au travail d'une seule personne qui n'a pas de lien avec le réseau allégué ou, en l'espèce, avec l'entourage immédiat. » Et ce que nous avançons, c'est que, compte tenu des éléments de preuve présentés par l'accusation, les activités de M. Ngaïsona qui figuraient sur ce tableau, avec toutes les actions et sa contribution au programme DDR, n'avaient aucun lien avec le réseau allégué ou l'entourage immédiat en l'espèce. Et ces actes, ces actions et même son contrôle par rapport
rapport à certains individus dans le contexte du programme DDR n'a aucun lien avec un réseau criminel. L'accusation suggère, par sa réponse au paragraphe 8, que le fait que M. Ngaï Sona a participé à des réunions ne pourrait pas être contesté par la défense. Et je vous dis que l'accusation n'a pas bien interprété les écritures de la défense. Car premièrement, l'accusation n'a pas cité un seul témoin qui a été présent à une réunion ou à une rencontre où étaient présents M. Ngaï Somé, M. Bozizé et soit Bernard ou Maxime Mokom, réunions au cours desquelles ils auraient parlé d'éléments anti-Balaka pour ramener à la présidence du pays M. Bozizé. Deuxièmement, l'accusation suggère que la défense n'a pas contesté que M. Ngaï Sona avait participé à des réunions. Une fois de plus, il s'agit d'une interprétation erronée de nos écritures, car nous n'avons jamais fait valoir cela, Monsieur le Président. Ce que nous avons avancé, et cela figure aux notes de bas de page 59 à 62 du document contenant les charges, est qu'il n'y a eu que 3 rencontres qui ont été mentionnées où un témoin aurait été présent avec M. Ngaï Soma. Et nous avons suffisamment démontré à la Chambre que ces sources ne suffisent pas pour être considérées comme des moyens substantiels. Qui plus est, le bureau du procureur a fait des références à des déclarations de 2 témoins et à 2 documents rédigés par des organes d'enquête. Donc, les 2 documents mentionnés ne s'appuient sur aucun élément de preuve tangible et les 2 témoins qui sont respectivement P1847 et P0589 ne satisfont pas aux critères pour l'existence de moyens substantiels. Le témoin P1847 admet qu'il n'a jamais assisté à une réunion avec M. Ngaï Sona ou avec aucun membre du soi-disant entourage immédiat de M. Bozizé. Le témoin P0589 est un témoin des faits qui n'a aucune connaissance intime qui permettrait de suggérer que M. Ngaï Soma a donné un ordre d'attaque des musulmans lors d'une réunion avant le 5 décembre. Et pourtant, ce témoin n'était pas présent là-bas. Et il a quand même appris quelque chose au sujet de cette réunion alléguée, cette information provenant d'une source dont le nom est expurgé au titre de la catégorie A.6.1. En d'autres termes, il s'agit d'ouï-dire anonyme indirect sans aucune corroboration. Et il faut savoir que la chambre préliminaire dans l'affaire Abou Garda a refusé, comme vous le savez pertinemment, de confirmer les charges pour des raisons semblables. La procédure de la confirmation de charges dans l'affaire Abou Garda est assez révélatrice en l'espèce, car dans cette affaire, comme le sait la Chambre, l'accusation avait demandé à la Chambre de conclure, à partir d'éléments de preuve indirects, à l'existence d'un plan commun auquel aurait participé le témoin, et cela incluait également les actes ultérieurs du témoin. De même, en l'espèce, le procureur a fait valoir, comme dans l'affaire Abou Garda, que la participation du suspect à ces réunions alléguées était révélatrice de l'existence d'un plan commun. La Chambre a examiné de façon méticuleuse les éléments de preuve de l'accusation et a conclu que les témoignages ne permettaient pas de démontrer la présence de M. Abou Garda lors de ces réunions au cours desquelles ce plan commun a été conçu. La Chambre a également conclu que la participation de M. Abou Garda lors d'une de ces réunions, la deuxième en l'occurrence, s'appuyait sur des éléments de preuve non corroborés émanant d'un témoin anonyme, avec notamment les déclarations de ces témoins qui auraient participé à la dite attaque. Toutes ces conclusions, je dois vous dire que la Chambre a évalué et apprécié la crédibilité de ces éléments de preuve, même s'il s'agissait d'une audience de confirmation des charges. Toutes ces conclusions, disais-je, ont fait que la Chambre a fini par ne pas confirmer les charges à l'encontre de M. Abou Garda. Et comme dans l'affaire Abou Garda, l'accusation n'a pas su démontrer la présence de M. Ngaï Sona lors d'une réunion précise, en nous donnant une heure, une date, des noms de témoins, réunion au cours de laquelle le plan commun stratégique allégué
afin de reconquérir le pouvoir en instrumentalisant les anti-Balaka pour qu'ils commettent des crimes a été conçu. Tout comme dans l'affaire Abu Garda, l'accusation s'est appuyée sur des éléments de preuve par oui-dire et non corroborés pour justifier le fait que M. Ngaï Sona aurait donné l'ordre d'attaquer les musulmans avant l'attaque du 5 décembre. Et en l'espèce, tout comme dans Abu Garda, les éléments de preuve ne suffisent pas de déterminer l'existence de moyens substantiels. Et comme nous l'avons vu avant la pause, même lors d'un entretien donné par M. Ngaï Sona, et cela se figure dans un document de l'accusation, il a dit qu'il n'était pas très partisan du retour de M. Bozizé parce que cette période était terminée. Troisième conclusion, l'accusation a affirmé que M. Ngaï Sona faisait partie d'un réseau allégué anti-Balaka qui avait été constitué pour commettre des crimes auxquels il aurait contribué. Cela ne peut absolument pas être conclu lorsque l'on prend en considération les registres de données téléphoniques. Je ne vais pas répéter ce que nous avons déjà dit, mais j'aimerais ajouter une nouvelle idée, car l'une des allégations principales de l'accusation, eu égard au contrôle de M. Ngaï Sona et au sujet de sa contribution, est qu'il était en contact fréquent avec les commandants de zone ou avec les dirigeants provinciaux anti-Balaka les plus importants, et ce par téléphone. À cette fin, l'accusation s'appuie principalement sur ces relevés téléphoniques. J'en veux pour preuve les paragraphes 59, 39, 42, 76, 146 et 333 du document contenant les charges. Mais lors des différentes audiences, nous avons entendu que vous avez donc les tableaux chronologiques d'appel de l'accusation et les tableaux d'attribution qui ne nous permettent pas d'obtenir des éléments de preuve sérieux et probants permettant d'étayer l'existence d'un lien entre M. Ngaï Sona et les crimes allégués commis par les anti-Balaka. Et ce qui est encore plus important, ces éléments de preuve ne satisfont pas au seuil relatif à l'existence des moyens substantiels permettant de croire que M. Ngaï Sona avait commis les crimes allégués. Quatrièmement, et à propos de cette analogie avec les autres affaires dont est saisi la CPI, au cours desquelles des lacunes assez semblables dans les arguments présentés par l'accusation ont été détectées, vous avez décidé de ne pas vous ne devriez pas plutôt décider de confirmer les charges, étant donné que l'accusation présente des documents où il y a des contradictions. Dans l'affaire Amburishimana, il faut savoir que le paragraphe 45 est comme suit. La Chambre souligne que cette appréciation des éléments de preuve n'entraîne pas, comme le suggère l'accusation, que tous les éléments de preuve invraisemblables de prime abord devront être acceptés ou que les éléments de preuve méritent qu'on y ajoute foi, à moins qu'il soit impossible d'y croire. Et il est indiqué que rien dans le statut ne dispose que les incohérences, ambiguïtés et contradictions des éléments de preuve doivent être résolues au bénéfice de l'accusation. Au paragraphe 47, il faut savoir que les juges de la Chambre préliminaire numéro 1 ont également conclu que la Chambre devait apprécier la cohérence intrinsèque de chaque élément de preuve à la lumière de la globalité des éléments de preuve présentés aux fins de la confirmation des charges. Donc, il faut savoir que l'accusation a demandé à la Chambre aujourd'hui de prendre en considération la totalité des charges et a fait fi de toutes ces incohérences et de toute lacune. Et elle a indiqué que c'est la globalité des éléments de preuve qui devait être prise en considération, ce qui va tout à fait à l'encontre de ce qui avait été décidé dans l'affaire Mbarushimana, puisqu'il avait été indiqué que cela devait être prise en considération et que lorsqu'il y a des incohérences, des ambiguïtés ou des contradictions dans les éléments de preuve, la Chambre devra faire preuve de prudence en les utilisant pour affirmer ou rejeter toute affirmation présentée par l'accusation.
Cela est valable pour l'affaire contre M. Nguyen Sona au vu des documents à charge de l'accusation qui finalement sont exculpatoires. Et cinquièmement, il faut savoir que si la Chambre prend également en considération le fait que l'accusation n'a examiné que 104 de nos 220 références, vous vous souviendrez peut-être que notre équipe de la Défense avait présenté toutes nos références il y a 2 semaines, une liste donc de 220 références qui ont été utilisées lorsque nous avons présenté nos arguments oralement. Nous avons donc présenté un tableau extrêmement précis et notre équipe a analysé la réponse apportée par l'accusation et alors sur les 220 références, dans 104 seulement pour 104 références, l'accusation a apprécié cela. Donc, en fait, cela donc, est assez révélateur de la thèse de l'accusation et j'indique que cela est un manque de cohérence intrinsèque. Nous faisons référence également à un exemple frappant qui porte sur la façon dont l'accusation a présenté son allégation suivant laquelle M. Nguyen Sona aurait donné des ordres qui ont été exécutés. En fait, plutôt que de satisfaire à la charge au fardeau de la preuve, elle présente à la Chambre quelques extraits de déclarations et de discours sortis de leur contexte, qui se fondent essentiellement sur des informations indirectes pour démontrer apparemment que M. Nguyen Sona était en mesure de donner des ordres. Alors, l'accusation cite une phrase du témoin P1048. Il s'agit donc de l'appel de M. Nguyen Sona pour que les hostilités cessent, mais l'accusation ne fait pas état de tous les éléments de preuve que nous avons présentés à la Chambre, et ce sur la base des déclarations des témoins à charge, à savoir les témoins P0808, P1193, P0568, P2326 et P2327. Ce qui fait, Monsieur le Président, que 5 témoins démontrent et prouvent que les appels à la cessation des hostilités lancés par M. Nguyen Sona ont été complètement ignorés par les soi-disant groupes anti-Balaka. Et il faut savoir également que l'accusation fait fi des éléments de preuve apportés par les témoins P1193 et P1077. Ces témoins ont relaté aux enquêteurs de l'accusation que M. Nguyen Sona ne donnait pas d'ordre au commandant de zone. Il ne donnait pas d'ordre et cela est présenté comme élément de preuve à la Chambre. En d'autres termes, ces incohérences, pour citer la décision dans l'affaire Mbarushimana, ne peuvent pas être interprétées au bénéfice du fardeau de la preuve dans le contexte de la confirmation des charges. Il est clair que la Chambre, dans l'affaire Mbarushimana, a établi le seuil et a indiqué que cela ne pouvait pas être résolu au bénéfice de l'accusation. Sixièmement, et c'est une conclusion qui est renforcée par nos observations et par l'observation qui sera celle de la Chambre, à savoir l'accusation dans sa réponse essaie d'inverser le fardeau de la preuve eu égard à d'autres éléments essentiels de sa théorie. Et je vais vous donner quelques exemples à titre d'illustration. Premièrement, le paragraphe 12, dans son paragraphe 12 de la réponse, l'accusation indique que les arguments de M. Nguyen Sona n'excluent pas des éléments de preuve portant sur d'autres formes ou d'autres moyens de communication indirecte utilisés par les auteur dans cette affaire, ce qui est en contradiction flagrante par rapport à la norme énoncée dans la décision de confirmation de charge dans l'affaire Mbarushimana, en vertu de laquelle toute ambiguïté ne doit pas être résolue au bénéfice de l'accusation lors de la confirmation des charges. Il en va de même pour le paragraphe 96, dans lequel l'accusation, en réponse à l'argument présenté par la défense suivant lesquels les registres de relevé d'appels téléphoniques ne prouvent pas que M. Nguyen Sona lui-même était la personne qui utilisait son téléphone, était un argument
qui ne convainquait pas. Une fois de plus, l'accusation inverse le fardeau de la preuve, parce qu'il ne revient pas à la Chambre de convaincre la Chambre. C'est l'accusation qui devrait convaincre la Chambre et qui devrait la convaincre que M. Nguyen Sona était bel et bien la personne qui a utilisé ce téléphone. Une fois de plus, l'accusation inverse le fardeau de la preuve et enfreint le principe énoncé par la Chambre d'appel dans l'affaire Mbarushimana. Et en dernier lieu, l'accusation se contredit dans sa réponse au paragraphe 80 quand, d'un côté, elle avance que M. Nguyen Sona réfutait les crimes qui étaient commis par de faux anti-Balaka, mais que par ailleurs, l'accusation avance que M. Nguyen Sona avait publiquement reconnu les sévices et exactions qui se passaient au sein des anti-Balaka. En conséquence, Monsieur le Président, c'est une théorie qui ne peut pas être considéré comme représentant un moyen substantiel. Et puis, en dernier lieu, l'accusation continue d'apporter une interprétation erronée aux arguments de la défense. Et ce, afin d'échapper au fardeau de la preuve. Il y a un autre exemple frappant que l'on trouve dans le paragraphe 80 de la réponse de l'accusation, dans lequel il est dit que M. Nguyen Sona avait présenté une soi-disant fausse revendication, alors que nous avons démontré l'existence de la notion des faux anti-Balaka. Contrairement à l'allégation de l'accusation, cet argument n'est pas une création de la défense. C'est un argument qui se fonde sur les éléments de preuve de l'accusation que nous avons cités comme tous nos autres arguments. Nous ne revendiquons absolument rien, nous ne prétendons pas, nous présentons nos arguments. Nous avons pu démontrer, sur la base de ce qu'ont indiqué différents témoins venant d'horizons différents, étant de confessions différentes, que nous avons cités, nous avons démontré que ces témoins avaient témoigné en indiquant que de nombreuses personnes se présentaient comme anti-Balaka et avant cela en tant que Séléka, et ce pour pouvoir commettre des crimes qui n'avaient absolument rien à voir avec aucun mouvement officieux ou officiel. La Chambre pourra constater que cet argument émane directement des documents de l'accusation. Et lors de la présentation orale de nos arguments, nous avions fait référence aux témoins P0876 et P1947 qui représentent la base de cet argument. Donc, effectivement, pour citer la représentation légale des victimes, notre équipe de la défense sait pertinemment que nous nous trouvons dans un tribunal. Personne ici ne doit nous rappeler que nous nous trouvons dans une cour, dans un tribunal, et qu'il ne s'agit pas d'un match de football. Lorsque nous disons que Monsieur Nguyen Sona était occupé par ses affaires de la FIFA, nous le disons, mais c'est un argument que le procureur ne peut pas retenir contre Monsieur Nguyen Sona, parce qu'il faut prendre en considération la totalité des éléments de preuve, comme vous l'avez vu sur le tableau. Nous savons pertinemment que nous nous trouvons dans une cour et nous avons utilisé tout simplement les documents de l'accusation, ce qui m'amène à vous présenter ma conclusion. Cette accusation essaye d'engager la responsabilité pénale de M. Nguyen Sona. M. Nguyen Sona qui a accepté un rôle fondamental dans les efforts de paix et de réconciliation en République centrafricaine et qui a expliqué lors de plusieurs entretiens que la paix dans son pays pourrait revenir seulement s'il y avait un dialogue véritable et sérieux avec le gouvernement. Document CAR OTP 2001 48 18 à la page 41-89. Contrairement à l'interprétation apportée par l'accusation, à l'interprétation de cet entretien apporté par l'accusation, à savoir que cela démontre le soi-disant actus reus de la part de M. Nguyen Sona, et c'est ce qu'avance l'accusation, une lecture en bonne et due forme et juste de ces entretiens démontre que M. Nguyen Sona avait répondu que, en ce qui le concernait,
la solution pour la paix et la réconciliation était du ressort des anti-Balaka et du gouvernement. Voilà ce qu'il a indiqué. Et il n'a pas admis ainsi sa culpabilité. Il n'a pas admis qu'il était tout à fait capable d'influencer de façon considérable les actions des groupes anti-Balaka, encore moins une admission qu'il a apporté une contribution essentielle aux crimes qui lui sont reprochés, comme l'a indiqué l'accusation. Je sais, Monsieur le Président, qu'il ne me reste qu'une minute, mais j'en suis vraiment à la toute fin de mon intervention. Alors, si l'on essaie d'imposer une responsabilité pénale sur la base d'une telle méthodologie, cette méthodologie revient à imposer une culpabilité par association de la part de M. Ngaïsona. Mais très malheureusement pour l'accusation, cette notion a été abandonnée depuis très longtemps dans le droit pénal international. L'accusation nous a dit à la page 14, ligne 14, que chaque commandant de zone avait son propre plan opérationnel. Et comment, je vous le demande, dans une cour, est-ce que nous pouvons avoir des plans communs opérationnels, à savoir qui représentent 80 groupes qui auraient tous eu des liens avec M. Ngaïsona sur la base d'un soi-disant plan stratégique commun. En conséquence, la Chambre ne peut pas accepter que tous les crimes qui ont été commis en RCA pendant la période indiquée doivent être attribués à M. Ngaïsona, tout simplement parce qu'il avait cette position de coordonnateur de paix et qu'il était en contact avec les commandants de zone dans le contexte du programme DDR. Le contrôle par rapport à la théorie du crime d'un côté et le contrôle par rapport au processus de DDR de la part de M. Ngaïsona doivent absolument être séparés, comme la défense vient de vous le prouver. Nous venons de prouver que ces concepts doivent absolument être considérés de façon séparée par cette Chambre. Et si la Chambre accepte qu'il y a séparation, la seule conclusion possible consiste à ne pas confirmer les charges. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Knops, pour vos observations finales et pour votre esprit de synthèse. Mais je ne peux pas vous féliciter pour votre ponctualité parce que vous avez dépassé de 8 minutes votre temps de parole. Vous aviez 28 minutes au total qui vous restaient. Ceci nous mène au terme de cette audience de confirmation de charges. La Chambre souhaiterait maintenant remercier d'abord le public dans la galerie pour sa discipline. La Chambre remercie ensuite et particulièrement les parties et les participants pour leur coopération sans faille. Enfin, la Chambre est reconnaissante envers les interprètes, les sténotypistes, les officiers chargés de la sécurité, ainsi qu'envers les représentants du greffe pour leur bienveillante collaboration. La décision relative à la confirmation des charges portées contre M. Alfred Yekatom et M. Patrice Edouard Ngaïsona sera prononcée au plus tard dans 60 jours. 60 jours, conformément à la norme 53 du règlement de la Cour. Encore une fois, à toutes et à tous, je dis merci beaucoup. L'audience est levée. Madame la greffière, à vous. All rise, vous vous levez.